Ma fiancée m'a quitté parce que j'avais été licencié et que j'étais sans le sou. Une semaine plus tard, je suis devenu millionnaire. Je m'appelle Dylan Mercé. J'ai 35 ans. Et jusqu'à il y a un an, je pensais que ma vie était toute tracée. Je travaillais comme analyste informatique à Spokane, dans l'État de Washington. Rien de très glamour, mais c'était un emploi stable, avec de bons avantages, un salaire décent, le genre de travail qui vous laisse dormir la nuit sans avoir à vérifier votre compte en banque dès le matin. J'étais fiancé à Kendra Hay. Elle avait 32 ans, travaillait dans le marketing pour une entreprise locale, et nous vivions ensemble depuis 2 ans. Nous nous sommes fiancés 8 mois avant que tout ne s'effondre. Elle avait l'habitude de dire qu'elle voulait évoluer avec quelqu'un. Elle le disait pendant les dîners, lors de longs trajets en voiture, chaque fois que nous parlions de l'avenir. Je la croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? Puis, la fusion a eu lieu. Mon entreprise a été rachetée par une plus grande corporation de Seattle. Ils ont gardé environ 40% du personnel. Je ne faisais pas partie de ces 40%. Et voilà, après 6 ans, j'étais dehors. 2 semaines d'indemnité de licenciement et un email générique. Je me souviens être resté assis dans ma voiture sur le parking, fixant cet email, me demandant ce que diable j'étais censé faire ensuite. Je n'ai pas paniqué. J'ai immédiatement commencé à chercher du travail. Plateforme de freelance, contacts professionnels, tout ce qui touchait à mon domaine. Le problème, c'est que la moitié du secteur technologique de Spokane était en pleine consolidation au même moment. Tout le monde disait recruter, mais personne n'embauchait réellement. Alors, je me suis adapté. J'ai vendu ma voiture. C'était une Honda Accord de 2019. Rien d'extraordinaire, mais j'en ai tiré environ 10 000 €. Cela m'a acheté du temps. J'ai commencé à accepter de petits contrats informatiques depuis chez moi, maintenance de serveurs à distance, dépannage de réseau, développement web de base. Ce n'était pas glamour, et ce n'était certainement pas ce que je voulais faire à 35 ans, mais ça permettait de payer les factures. Kendra ne voyait pas les choses de la même manière. Au début, elle était encourageante, ou du moins elle faisait semblant de l'être. Elle me demandait comment avançait ma recherche d'emploi, me disait que les choses allaient bientôt s'arranger, mais je pouvais sentir le changement. C'était dans la façon dont elle me regardait quand je travaillais à la table de la cuisine au lieu de me rendre à un bureau. La façon dont elle a cessé de parler de lieu de mariage pour commencer à dire qu'il fallait prendre les choses une étape à la fois. Les conversations sont devenues plus courtes. Les silences, plus longs. Elle a commencé à travailler tard plus souvent. À sortir avec des amis le week-end sans m'inviter. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit qu'elle avait besoin d'espace. Et honnêtement, j'étais trop concentré sur nos finances pour me disputer à ce sujet. Puis est arrivé ce mardi matin de début octobre 2024. J'étais assis devant mon ordinateur portable, en train de terminer un contrat pour une petite entreprise de cure-dents. Kendra est entrée dans le salon, déjà habillée pour le travail, son café à la main. Elle s'est assise sur le canapé en face de moi. J'ai levé les yeux, m'attendant à ce qu'elle me dise au revoir comme d'habitude. Au lieu de ça, elle m'a juste fixé un instant. Puis elle l'a dit, je ne peux pas rester lié à quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Pas de préambule, pas de discussion. Juste cette seule phrase, prononcée comme si elle lisait un script qu'elle répétait depuis des semaines. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je l'ai juste regardée et j'ai dit, je comprends. Elle a cligné des yeux, comme si elle s'attendait à plus de résistance. Mais je le pensais. Je comprenais parfaitement ce qu'elle disait. Elle ne partait pas parce que nous nous étions éloignés ou parce que nous voulions des choses différentes. Elle partait parce que j'avais perdu mon emploi. Parce que je n'étais plus l'option stable et prévisible. Parce qu'au moment où les choses sont devenues difficiles, elle a décidé que je ne valais pas l'effort. Si vous aimez les histoires de vengeance froide et les rebondissements captivants, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. De nouvelles histoires inédites sont publiées ici chaque jour, toutes plus intenses les unes que les autres. Elle a fait une valise cet après-midi-là, a pris quelques vêtements, ses articles de toilette, quelques livres. Elle a dit qu'elle reviendrait pour le reste plus tard. Je lui ai dit de prendre son temps. Elle est partie sans se retourner. Je suis resté assis un moment après son départ, à fixer la porte. Une partie de moi se sentait soulagée. Une autre avait l'impression d'avoir échoué à un test dont j'ignorais l'existence. Mais surtout, je me sentais juste fatigué.
ce que Kendra ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que 4 jours plus tôt, un vendredi après-midi, j'avais acheté un billet de Powerball. C'était stupide, vraiment. Je m'étais arrêté dans une station-service en rentrant d'un rendez-vous client à Deer Park. Le genre d'endroit avec des néons vacillants et un café qui semblait avoir été préparé le matin même. Il me restait environ 6,50 € en espèces après avoir fait le plein. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai choisi mes propres numéros, mon anniversaire, celui de Kendra, la date où nous avions emménagé ensemble. Ironique, vu la tournure des événements. Je n'y ai plus pensé jusqu'au samedi soir suivant, 4 jours après le départ de Kendra. J'étais allongé seul dans mon lit pour la première fois en 2 ans, faisant défiler les actualités sur mon téléphone à 2 heures du matin parce que je ne pouvais pas dormir. J'ai vu une alerte d'information indiquant que le jackpot du Powerball avait été remporté dans l'État de Washington. Un seul gagnant. J'ai failli passer outre. Puis quelque chose m'a fait m'arrêter. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine et j'ai fouillé dans le tiroir à fourre-tout où j'avais jeté le billet. J'ai affiché les numéros gagnants sur mon téléphone, j'ai vérifié 1 fois, 2 fois, puis une 3e fois parce que mes mains tremblaient tellement que je pensais mal lire l'écran. Chaque numéro correspondait. Le jackpot était d'un peu plus de 8,3 millions d'euros. Après impôts et la réduction pour un paiement unique, je me retrouvais avec environ 4,4 millions d'euros, à peu de choses près. C'était le genre d'argent qui change tout. Le genre d'argent qui efface tous les problèmes dans lesquels je me noyais depuis 3 mois. Je suis resté assis dans ma cuisine à 2h30 du matin, fixant ce billet, et je ne me sentais pas heureux. Je ne me sentais pas soulagé. J'ai ressenti un froid glacial, car tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Kendra, assise sur ce canapé, me disant que je n'avais pas d'avenir. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mes parents, ni à mes amis, personne. Le lendemain matin, dimanche, j'ai appelé un avocat. Pas n'importe lequel. J'ai trouvé un type à Seattle spécialisé dans la protection des actifs et la gestion de patrimoine. Il s'appelait Richard Vulkman et ses honoraires de provision s'élevaient à eux seuls à 4 600 €. J'ai payé avec une carte de crédit que je savais pouvoir rembourser en quelques semaines. Vulkman n'a pas posé de questions. Je lui ai expliqué la situation. Gain à la loterie, rupture récente. Besoin d'assurer une séparation nette des actifs. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà vu ça 100 fois. Vous avez été malin de m'appeler avant de réclamer le prix, a-t-il dit. Le timing est crucial dans ce genre d'affaires. Nous nous sommes mis au travail immédiatement. La première chose était de s'assurer que Kendra n'avait aucune créance légale sur les gains. Nous étions fiancés, pas mariés. Nous avions vécu ensemble, mais les règles du mariage de fait de Washington ne s'appliquaient pas à nous. Le billet avait été acheté uniquement à mon nom après qu'elle m'ait déjà dit qu'elle partait. Vulkman a tout documenté, la date de son départ, la chronologie de l'achat du billet, tout. Puis nous sommes allés plus loin. Nous avons fermé le compte chèque joint que nous avions ouvert en emménageant. J'ai d'abord transféré ma moitié, puis j'ai officiellement demandé la fermeture. Je l'ai retirée en tant qu'utilisatrice autorisée de ma carte de crédit. J'ai contacté notre propriétaire pour l'informer que Kendra ne vivrait plus à cette adresse et que je serais seul responsable du bail à l'avenir. Chaque lien financier qui nous unissait a été coupé, un par un. Vulkman m'a aidé à réclamer le prix anonymement. L'État de Washington permet aux gagnants de la loterie de rester privés s'ils créent un trust. C'est exactement ce que nous avons fait. Le Dylan Mersey Trust a collecté les gains. Mon nom n'apparaissait dans aucun registre public. Pas de conférence de presse, pas de chèque surdimensionné, pas d'interview aux nouvelles locales. Juste un virement sur un compte auquel moi seul avais accès. Il a fallu 3 semaines pour tout finaliser. 3 semaines de paperasse, d'avocats et de nuits blanches où je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, m'attendant à moitié à ce que Kendra appelle pour discuter. Elle ne l'a jamais fait. Elle avait emménagé chez une amie de l'autre côté de la ville et, d'après son Instagram, que j'ai consulté une seule fois avant de la bloquer, elle semblait parfaitement en paix avec sa décision. Une fois l'argent sécurisé début novembre, j'ai pris une autre décision. Je quittais Spokane. Plus rien ne me retenait là-bas. Pas de travail, pas de relation, aucune raison de rester dans un endroit qui était devenu un rappel de tout ce qui venait de s'effondrer. J'ai commencé à chercher des propriétés dans le Montana. Un endroit calme, où personne ne me trouverait à moins que je ne veuille être trouvé. J'ai trouvé une maison à Whitefish,
juste à l'extérieur du parc national de Glacier. 3 chambres, 2 salles de bain, sur un terrain d'1 hectare avec vue sur le lac Whitefish. Ce n'était pas un manoir, mais c'était magnifique d'une manière qui semblait mériter. Le vendeur en demandait 345 000 €. J'ai offert 368 000 € en espèces. Pas d'inspection. Clôture de la vente en 2 semaines. Ils ont accepté en moins d'1 heure. J'ai emballé tout ce que je possédais dans un camion U-Haul que j'ai loué pour un week-end. Vêtements, livres, mon installation informatique. Quelques meubles auxquels je tenais vraiment. Tout le reste, je l'ai vendu ou laissé derrière moi. Je n'ai dit à personne que je partais. J'ai désactivé mes comptes Facebook et Instagram. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai mis à jour mon adresse auprès de la poste pour une boîte postale à Whitefish. Pour Spokane, j'ai simplement disparu. Le trajet jusqu'à Whitefish a duré environ 5 heures. Je l'ai fait un mercredi matin de fin novembre 2024, quand les routes étaient dégagées et l'air froid. Je me souviens être arrivé devant la maison pour la première fois en tant que propriétaire légal, être sorti du camion et être resté là, debout, 1 minute. Le lac était parfaitement calme. Il y avait des pins partout et le seul son était le vent qui soufflait dans les branches. Pas de circulation, pas de voisins qui crient, pas de Kendra me disant que je n'avais pas d'avenir. J'ai emménagé le jour même. J'ai passé la première nuit à dormir sur un matelas pneumatique dans le salon, car mes meubles n'arrivaient que le vendredi. Je m'en fichais. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je n'ai pas fait de folie avec l'argent. Je savais que 4,4 millions d'euros pouvaient disparaître plus vite qu'on ne le pense si l'on n'est pas prudent. J'ai gardé 184 000 € de liquidité pour les dépenses courantes et les urgences. Le reste a été investi dans un portefeuille diversifié, fonds indiciels, obligations, quelques sociétés d'investissement immobilier. Rien d'extravagant. Vulcan m'a mis en contact avec un conseiller financier à Kalispell, spécialisé dans l'aide aux personnes gérant des gains inattendus. Nous nous rencontrions une fois par mois pour tout passer en revue. J'ai commencé à faire du bénévolat en informatique pour certaines organisations à but non lucratif locales de Whitefish, des refuges pour animaux, des banques alimentaires, un centre pour jeunes qui avaient besoin d'aide pour installer son réseau. Je ne leur ai pas parlé de l'argent. Je me présentais, je faisais le travail et je repartais. Ça faisait du bien de se sentir à nouveau utile, sans que ce soit lié à la survie. 3 mois ont passé. Des mois calmes, de bons mois. J'ai fait de la randonnée. J'ai lu. J'ai appris à cuisiner correctement au lieu de simplement réchauffer des plats à emporter. J'ai rencontré des gens au café de la ville, eu des conversations qui ne tournaient pas autour du travail, des relations ou de l'argent. J'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même, ou peut-être étais-je en train de devenir quelqu'un de nouveau. Je n'étais pas sûr, et ça m'était égal. Puis, fin février 2025, Kendra m'a retrouvé. J'étais dans un café du centre-ville de Whitefish quand j'ai reçu le premier message. C'était un samedi matin, environ 2 semaines avant le début du mois de mars. J'étais devenu un habitué. Un petit endroit appelé le Eurostate béant. Bon expresso, bonne pâtisserie. Je m'asseyais près de la fenêtre avec mon ordinateur portable, travaillais sur quelques projets freelance que j'avais pris juste pour maintenir mes compétences, et je regardais les gens passer. Des choses normales, paisibles. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, mais l'indicatif régional était de Spokane. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Puis j'ai vu l'aperçu, Dylan, c'est Kendra. Il faut qu'on parle. J'ai fixé le message un long moment, je l'ai supprimé, et je suis retourné à mon café. 10 minutes plus tard, un autre est arrivé. Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, je veux juste m'expliquer. J'ai bloqué le numéro. Cela aurait dû être la fin. Mais Kendra était tout sauf découragée. Au cours des 3 jours suivants, j'ai reçu des messages de 4 numéros différents. Certains étaient les siens. D'autres provenaient d'amis communs que nous avions à Spokane. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis mon départ. Et mec, Kendra essaie de te joindre. Peux-tu au moins l'écouter? Dylan, elle est vraiment désolée de la façon dont ça s'est terminé. Peut-être devrais-tu lui donner une chance. J'ai bloqué chacun d'entre eux. Puis elle a commencé à appeler. J'avais changé de numéro, mais elle avait réussi à obtenir le nouveau. Probablement par quelqu'un de mon ancien complexe d'appartements, ou peut-être avait-elle convaincu un de mes anciens collègues de fouiner.
Je n'ai jamais décroché. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale et j'ai supprimé chaque message sans l'écouter. Je savais ce qu'elle voulait. Je n'avais pas besoin de l'entendre le dire. Le 4e jour, elle s'est présentée en personne. Je revenais d'une randonnée sur le sentier d'Agnon, encore en chaussures de marche et en vêtements thermiques, quand j'ai vu sa voiture garée dans mon allée. C'était sa Nissan Altima blanche, celle qu'elle conduisait depuis l'université. Elle était assise à l'intérieur, moteur éteint, à attendre. Quand elle a vu mon camion arriver, elle est sortie. Je me suis garé, j'ai pris mon sac à dos et j'ai marché vers la porte d'entrée sans lui prêter attention. « Dylan » a-t-elle appelé. Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs, contrôlée, mesurée, comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire. « Dylan, s'il te plaît, juste 5 minutes. » Je me suis arrêté à la porte, la clé à la main. Je ne me suis pas retourné. « Tu devrais partir, Kendra. » J'ai conduit 6 heures pour venir ici, a-t-elle dit. Il y avait une pointe d'agacement dans sa voix maintenant, la frustration qui montait. La moindre des choses serait de me regarder. J'ai déverrouillé la porte, je suis entré et je l'ai refermée derrière moi. Pendant une seconde, j'ai senti le vieux réflexe, l'envie de l'écouter, de lui donner cette chance. Mais je l'ai laissé mourir sur le champ. J'ai entendu ses pas sur le gravier se rapprocher. Elle a frappé. 3 coups secs, puis le silence, puis 3 autres. « Je sais que tu es en colère », a-t-elle dit à travers la porte. « Je sais que je t'ai fait du mal, mais Dylan, j'ai fait une erreur. J'ai eu peur quand tu as perdu ton travail. Je n'ai pas bien géré la situation. Je suis désolé. Je veux arranger ça. Je suis resté là, dans mon entrée, à écouter. Une partie de moi, une petite partie stupide, voulait ouvrir la porte. Voulait entendre quelle excuse elle avait inventée, quelle histoire elle s'était convaincue être la vérité. Mais je ne l'ai pas fait, car je savais exactement de quoi il s'agissait. Je ne lui manquais pas. C'est ce qu'elle pensait que je pouvais lui apporter qui lui manquait. « Je t'aime encore », a-t-elle dit, plus bas maintenant. Je n'ai jamais cessé. Je me suis éloigné de la porte, je suis allé dans la cuisine, je me suis fait un sandwich et j'ai allumé la télé. Finalement, j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Mais ce n'était pas la fin. Elle est revenue 2 autres fois cette semaine-là. Une fois le mardi soir, une autre le jeudi après-midi. Les 2 fois, je n'ai pas répondu. Les 2 fois, elle est partie au bout de 20 minutes. La 3e fois, elle a laissé une lettre manuscrite glisser sous mon essuie-glace. Je l'ai jetée sans la lire. J'en ai parlé à un ami que je m'étais fait à Whitefish, un type nommé Seth, qui travaillait comme guide de pêche. Nous nous étions rencontrés au Brosted Béant en décembre et avions commencé à boire des bières de temps en temps. Je lui ai parlé de mon ex qui n'arrêtait pas de se montrer. Il m'a demandé si je voulais qu'il lui parle, pour la faire reculer. Je lui ai dit non. Elle finirait par comprendre le message. Ça a dû être une sacrée rupture, a-t-il dit. Elle m'a quitté quand j'ai perdu mon travail, ai-je répondu. Maintenant, elle veut revenir. C'est à hausser les sourcils. Et ça ne t'intéresse pas, pas le moins du monde. Il a souri. Bien joué, mec. On dirait que tu l'as échappé belle. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne à Whitefish ne savait, c'était toute l'histoire. Il savait que j'avais déménagé de Washington, que je travaillais dans l'informatique, que j'étais célibataire. C'était tout. Je ne parlais pas de la loterie. Je ne parlais pas de l'argent. Je vivais modestement. Je conduisais un Ford F-150 d'occasion que j'avais acheté à un concessionnaire local pour 16 500 €. Je portais les mêmes chemises en flanelle et les mêmes jeans que j'avais toujours portés. Personne n'avait de raison de penser que j'étais autre chose qu'un gars qui avait déménagé pour un nouveau départ. À peu près à la même époque, j'ai commencé à voir quelqu'un. Elle s'appelait Allison Carter. Elle avait 33 ans et travaillait comme vétérinaire dans une clinique juste à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes rencontrés lors d'un repas partagé communautaire début décembre 2024. Le genre d'événement de petite ville où tout le monde apporte un plat et reste à discuter pendant 3 heures. Elle avait apporté un chili fait maison. J'avais apporté des biscuits achetés en magasin parce que j'étais toujours aussi nul en cuisine. Nous avons commencé à parler de sentiers de randonnée, puis de son travail, puis de la raison pour laquelle j'avais déménagé dans le Montana. Je suis resté vague, disant que j'avais besoin d'un changement de décor après une année difficile.
Elle n'a pas insisté pour avoir des détails. Nous avons échangé nos numéros, nous nous sommes vus pour un café quelques jours plus tard, et les choses ont suivi leur cours. Facile, naturel, sans pression, sans attente. Au moment où Kendra s'est présentée pour la première fois fin février, Allison et moi avions eu plusieurs rendez-vous au cours des 2 derniers mois. Rien de sérieux encore, mais ça prenait une bonne direction. J'ai parlé de Kendra à Allison après la 2e visite. Je ne voulais pas qu'elle soit prise au dépourvu si mon ex décidait de refaire une apparition. Allison a simplement haussé les épaules et a dit, on dirait qu'elle réalise ce qu'elle a laissé tomber. C'est son problème, pas le tien. J'ai apprécié ça. Pas de drame, pas de jalousie, juste une reconnaissance directe que mon passé était mon passé. Et qu'il n'avait pas à définir la suite. Kendra a cessé de se montrer après la 3e visite, mais les messages ont continué pendant encore 2 semaines. Numéros différents, même discours, excuses, regrets, promesses que les choses seraient différentes. J'ai bloqué chacun d'entre eux. Finalement, à la mi-mars, ils ont cessé d'arriver. J'ai appris plus tard, par une connaissance commune qui m'a contacté sur LinkedIn avant que je ne le bloque lui aussi, que Kendra racontait aux gens à Spokane que nous faisions une pause, qu'elle avait eu besoin d'espace pour réfléchir, et qu'elle était maintenant prête à travailler sur notre relation. Elle se présentait comme celle qui essayait d'arranger les choses et moi comme l'ex têtu qui ne voulait pas lui donner une chance. Ça n'avait pas d'importance. Les gens qui connaissaient la vérité la connaissaient. Ceux qui croyaient sa version ne valaient pas la peine d'être corrigés. J'avais appris il y a longtemps qu'on ne peut pas contrôler ce que les gens pensent de vous. On ne peut contrôler que sa propre réaction. Et j'ai choisi de ne pas réagir du tout. En avril 2025, Kendra n'était plus qu'une note de bas de page, quelqu'un que j'avais connu, quelqu'un qui avait fait un choix et devait en assumer les conséquences. Je ne la détestais pas. Je ne pensais pas assez à elle pour la détester. J'étais simplement passé à autre chose. Allison et moi avons continué à nous voir. Nous avons fait du ski de fond à glacier, dîné chez elle plusieurs fois, fait des virées en voiture dans la région pour explorer de petites villes. C'était simple. C'était bien. C'était tout ce sur quoi ma relation avec Kendra n'avait pas été construite, sur qui j'étais vraiment, pas sur qui quelqu'un pensait que je devais être. Je n'avais toujours pas parlé de l'argent à Allison. Pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que ça n'avait pas d'importance. Elle m'aimait pour la personne que j'étais quand nous nous sommes rencontrés. Le gars qui se pointait au repas partagé avec des biscuits du commerce et qui l'aidait gratuitement à réparer le réseau informatique de sa clinique. C'était suffisant. Le printemps est arrivé à Whitefish comme il le fait toujours, lentement, à contre-cœur, comme si l'hiver ne voulait pas lâcher prise. La neige a commencé à fondre fin mars, et en avril, les sentiers étaient de nouveau praticables. J'y vivais depuis 5 mois à ce moment-là, et je m'y sentais plus chez moi qu'à Spokane. J'avais des habitudes. J'avais des amis. J'avais une vie qui était la mienne, construite selon mes propres termes. Allison et moi étions toujours ensemble. Nous nous étions installés dans une routine confortable, nous voyant plusieurs fois par semaine. Sans se presser de définir ce que nous étions ou où nous allions. Elle m'avait présenté à ses parents lors d'un dîner un soir de mars. C'étaient des gens bien. Son père était un garde forestier à la retraite, sa mère enseignait à l'école primaire. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, sur les raisons de mon déménagement dans le Montana, les choses habituelles. J'ai gardé mes réponses honnêtes mais vagues. Ils semblaient m'apprécier. J'avais commencé à faire plus de bénévolat en ville. Le centre pour jeunes dont j'avais aidé à installer le réseau m'a demandé si je pouvais donner un cours de codage de base pour les lycéens. J'ai dit oui. C'était un après-midi par semaine. Rien de majeur, mais les jeunes étaient vifs et vraiment intéressés. Cela m'a rappelé pourquoi je m'étais lancé dans ce domaine au départ. Avant les fusions d'entreprises, l'insécurité de l'emploi et tout le bruit qui accompagne la construction d'une carrière dans la tech. L'argent n'était plus un souci, évidemment, mais je continuais à prendre des contrats de freelance ici et là. Non pas que j'ai besoin des revenus, mais j'avais besoin de la structure. J'avais lu trop d'histoires de gagnants de loterie qui prenaient leur retraite immédiatement et se perdaient. Je n'allais pas être l'un d'eux. Le travail me gardait les pieds sur terre, me connectait à la version de moi-même que je respectais vraiment. Je n'ai jamais rien posté de tout cela en ligne. Mes comptes de médias sociaux sont restés désactivés. Je n'avais aucun intérêt à diffuser ma vie à des gens qui ne s'en souciaient pas vraiment. Les amis que j'avais à Whitefish me connaissaient comme Dylan,
le type de l'informatique qui venait de Washington et qui était plutôt discret. C'était suffisant. Puis, fin mai 2025, j'ai reçu un message qui m'a pris par surprise. Je consultais mes emails, le nouveau que j'avais créé après avoir quitté Spokane, et j'ai vu un nom que je reconnaissais, Jennifer Kowalski. Elle avait été la meilleure amie de Kendra quand nous étions ensemble. Nous nous étions vus de nombreuses fois, nous nous entendions toujours bien, mais nous ne nous étions pas parlé depuis la rupture. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir. Puis la curiosité l'a emporté. L'email était court. Salut Dylan, je sais que ça sort de nulle part, mais je voulais que tu saches quelque chose. Kendra raconte à tout le monde que tu as gagné de l'argent et que c'est pour ça que tu es parti. Elle dit que tu lui dois quelque chose parce que vous étiez ensemble quand tu as acheté le billet. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai pensé que tu devais savoir ce qu'elle raconte. Prends soin de toi, Jen. Je l'ai lu 2 fois. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisible. Bien sûr, Kendra avait compris. Bien sûr, elle inventait une histoire pour se faire passer pour la victime. Et bien sûr, elle pensait mériter une part de quelque chose qu'elle avait abandonné. Je n'ai pas répondu à l'email de Jen. Il n'y avait rien à dire. Kendra pouvait raconter l'histoire qu'elle voulait. La réalité juridique était blindée. Vulcan s'en était assuré. Elle n'avait aucun droit sur l'argent. Aucun. Le billet avait été acheté à mon nom après son départ avec des fonds qui m'appartenaient exclusivement. Même si elle essayait de m'attaquer en justice, ce que je doutais qu'elle soit assez stupide pour faire, elle perdrait, et elle perdrait publiquement. Mais je savais que Kendra ne porterait pas l'affaire devant les tribunaux. Ce n'était pas son style. Elle préférait chuchoter aux amis communs, semer le doute, se positionner comme la femme qui s'était fait avoir par un type qui avait touché le gros lot. C'était plus facile que d'admettre qu'elle avait fait un choix et qu'elle devait en assumer les conséquences. J'ai transféré l'email de Jen à Vulcan par précaution. Il a répondu en moins d'1 heure. Notez. Si elle fait des réclamations formelles ou tente de vous contacter par voie légale, prévenez-moi immédiatement. Sinon, ignorez-la. Vous êtes protégé. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai ignoré. La vie a continué. Allison et moi avons fait un week-end à Missoula en juin. Nous avons séjourné dans un bed and breakfast près de la rivière Clark Fork, exploré le centre-ville. Nous avons parlé de faire un plus long voyage en été, peut-être jusqu'à Yellowstone. Elle ne savait toujours pas pour l'argent, et je n'étais toujours pas sûr de quand ou si je le lui dirais. Ce n'était pas une question de confiance. C'était une question de vouloir savoir si ce que nous avions était réel, construit sur quelque chose de solide qui ne pouvait pas être tordu par des chiffres sur un compte en banque. En juillet, j'avais complètement cessé de penser à Kendra. C'était un chapitre qui s'était refermé. Le fait qu'elle essayait encore de le réécrire ne changeait rien pour moi. Je n'avais aucun intérêt à me défendre auprès de gens qui n'avaient pas d'importance. Les gens qui me connaissaient vraiment, n'avaient pas besoin d'explications. J'ai croisé Seth à un barbecue ce mois-là. Il avait entendu dire que mon ex répandait des rumeurs sur moi à Washington. Il m'a demandé si je voulais rétablir la vérité. Je lui ai dit la même chose que je me disais à moi-même, les gens croient ce qu'ils veulent croire. Je ne vais pas gaspiller mon énergie à essayer de les faire changer d'avis. Il a hoché la tête, a ouvert une bière et a dit, c'est juste. Tu as l'air heureux, mec. C'est ça qui compte. Il avait raison. J'étais heureux. Pas d'une manière bruyante et ostentatoire, juste content. Je me réveillais dans une maison qui m'appartenait, dans une ville que j'aimais, avec des gens autour de moi qui s'en souciaient. Je passais mes journées à faire un travail qui comptait, même si ce n'était que d'enseigner aux adolescents comment écrire des scripts Python ou de réparer les problèmes de serveurs d'une organisation à but non lucratif. J'avais assez d'argent pour ne plus jamais m'inquiéter des factures. Mais je vivais comme si ce n'était pas le cas. Et cet équilibre entre sécurité et humilité me convenait. L'ironie ne m'échappait pas, Kendra était partie parce qu'elle pensait que je n'avais pas d'avenir, mais l'avenir est arrivé quand même. Il est juste arrivé après son départ. Et honnêtement, je n'aurais pas voulu qu'il en soit autrement. Si elle était restée, j'aurais tout partagé avec elle. J'aurais essayé de faire en sorte que ça marche. Mais elle n'est pas restée. Elle a fait un calcul, a décidé que je ne valais pas le risque et est partie. Ce n'était pas de la cruauté de ma part. C'était une conséquence.
Je ne me suis jamais vanté. Je ne lui ai jamais rien frotté au visage. Je n'ai jamais envoyé de message disant « Regarde ce que tu as manqué ». J'ai juste vécu ma vie. Je suis passé à autre chose. Et ce silence total et inébranlable, était la seule réponse qu'elle méritait. Les gens parlent de la vengeance comme si elle devait être bruyante, comme si vous deviez détruire quelqu'un, l'humilier, le faire payer dans une confrontation digne d'un film. Mais ce n'est pas comme ça que la vraie vengeance fonctionne. La vraie vengeance, c'est de bien vivre. C'est de construire quelque chose de mieux sans eux. C'est de prouver que leur absence ne vous a pas brisé. Elle vous a libéré. Kendra voulait que j'échoue. Elle s'attendait à ce que je m'effondre, que je revienne en rampant pour prouver qu'elle avait eu raison de partir. Au lieu de ça, j'ai disparu. Je me suis reconstruit. J'ai trouvé la paix dans un endroit qu'elle ne verrait jamais, avec des gens qu'elle ne rencontrerait jamais. Et quand elle a finalement réalisé ce qu'elle avait perdu, je n'étais pas là pour en être témoin, parce que j'étais déjà passé à autre chose. C'est ça, le truc quand on s'en va. On ne regarde pas en arrière. On ne tient pas les comptes. On continue simplement d'avancer. Je suis toujours à Whitefish, en octobre 2025. Toujours avec Allison. Je donne toujours ce cours de codage le mercredi après-midi. Je fais toujours du bénévolat. Je fais toujours de la randonnée. Je vis toujours une vie qui est la mienne. L'argent est à la banque, géré et investi correctement. Mais il ne me définit pas. C'est juste un coussin, un filet de sécurité, un rappel que parfois la chance se présente quand on s'y attend le moins. Kendra est quelque part à Spokane, racontant sa version de l'histoire à quiconque veut bien l'écouter. Je ne sais pas si elle est heureuse. Je ne sais pas si elle pense parfois à ce mardi matin où elle m'a dit que je n'avais pas d'avenir. Et je m'en fiche, parce que j'ai trouvé mon avenir, et il ne l'a jamais incluse. Si vous avez aimé cette histoire, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir des alertes pour de nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.